Il est né sous le signe des Gémeaux, on dirait plutôt comme Dylan, comme McCartney, comme Johnny Hallyday, Philippe Manœuvre. Ça, vous avez une lignée Gémeaux qui vous rend fier, hein. Bonjour Patrick, oui, on est content d'être dans le spectacle et d'être Gémeaux, parce qu'il vaut mieux avoir une personnalité double. Hein, Non, vous êtes né sous le signe du rock and roll. Voilà. Ah. Bon, je suis né le mois où Elvis Presley a enregistré son premier 45 tours, en juin 1954. Ouais. Donc ça me rend très fier. Vous l'avez entendu dans le berceau, peut-être, c'est ça qui a déclenché tout, non? Je n'ai pas entendu avant les années 60, hein, parce que le berceau, dans la petite campagne où j'étais, il n'y avait pas trop le rock'n'roll qui arrivait. Hein, là-bas. C'était difficile. Mais... Alors, mais Philippe, quand même, flashback acide chez Robert Laffont. Quand même, là, vous balancez. C'est un livre gonflé. Jamais on avait raconté autant ce qu'a été la réalité du rock. C'est vrai que je vois beaucoup de collègues à moi qui sortent des livres de mémoire et au chapitre drogue, apparemment, ils n'en ont jamais pris, ils n'ont jamais bu un verre, jamais pris. Bon, moi, j'ai essayé de fabriquer un livre rock qui soit un peu une bouffée d'oxygène dans cette époque terrible où on vit en ce moment avec nos masques, avec les vous trouvez que parler de drogue, c'est une bouffée d'oxygène? Non, mais c'est raconté. C'est pas qu'un livre sur la drogue. En fait, en vrai, la drogue, elle est là, mais elle doit être beaucoup moins que ce qu'on pourrait penser. Disons que c'est le livre d'une époque qui raconte les fameuses années 70-80. On part dans les années 80, quand je pars avec les Scorpions en URSS, il n'y a pas de drogue. On boit de la vodka au goulot dès le petit déjeuner. Mais je raconte tout ça, et je me dis, ça fait, ça change un petit peu notre réalité, quoi. Je me suis permis d'évoquer les agréables fantômes du passé, que ce soit les Scorpions, Motorhead. Oui, vous faites un groupe là qu'on va entendre là. Alors là, ça va vous rappeler un souvenir très précis. Ok. Parce que si on le dit, et vous le dites d'ailleurs, Philippe Manœuvre, depuis 10 ans, quoi, en gros, vous n'avez plus touché à tout ça. Oh, depuis 20 ans. Moi, j'ai arrêté de boire il y a 20 ans. Je ne bois plus d'alcool depuis 20 ans et je ne prends plus de poudre, de cocaïne, j'ai arrêté en même temps, je me suis évité ça et aujourd'hui j'élève mes enfants qui ont 5 et 10 ans et je suis un papa heureux. Et d'ailleurs vous dites dans le livre à un moment, vous êtes content que votre fille, parce qu'à un moment vous avez quand même des doutes, hein, quand elle vous dit j'ai vu des apparitions dans la nuit. Quand ma fille me dit en rentrant de boîte, oh j'ai vu l'aube se lever sur Paris, c'était un spectacle, je me dis ouh là là, qu'est-ce qu'elle avait fumé, mais en fait c'est plus grave. Et je raconte comment j'ai géré ça dans le livre, comment ça s'est plutôt bien passé d'ailleurs. Je donne pas les cours. C'est pas un livre sur la drogue et le rock, mais c'est un livre sur une époque où le rock, c'était un blizzard de cocaïne autour de nous. Enfin, il y avait des maisons de disques, leur logo, il y avait une paille et un rail, il y avait des groupes. Non, mais c'est terrible. Vous racontez, vous allez pour faire des interviews pour Rock et Folk ou pour les enfants du rock. Les mecs vous disent, alors c'est pas de drogue, pas d'interview. Oui, voilà, oui, c'est les artistes, souvent, les artistes associaient la promo et la coco. On a vécu ça, voilà. Des artistes qui disaient à la... C'était Kevin Ayers. Voilà, Kevin Ayers, qui était un ancien soft machine. Oui, je balance, je révèle balancez des noms. Tiens, le groupe là qu'on entend. Tiens, plus fort la musique, c'est rock and roll. Blue Oyster Cult. Ouais. C'est Buck Dharma à la guitare. Je me souviens de tous les noms. Eric Bloom au vocaux, Buck Dharma à la guitare, les frères Bouchard, basse batterie, Joe Bouchard, Albert Bouchard. Voilà. 1974 avec les Blue Oyster Cult, ça vous rappelle pas un souvenir? Bah si, bien sûr, j'étais en studio avec eux, j'étais invité par le groupe à les interviewer pendant qu'ils refaisaient un morceau que Patti Smith leur avait écrit d'ailleurs. Voilà, et c'est la première fois où on m'a offert de la cocaïne en studio avec les Blue Oyster Cult. Et à l'époque, j'avais 20 ans, et j'ai refusé. J'ai dit non, merci, pas pour moi. Moi, j'étais un gamin de 20 ans, j'arrivais de Paris. J'étais à New York, j'étais avec les Blue Oyster Cult dans le studio où Miles Davis et Bob Dylan avaient enregistré. Donc, j'avais pas du tout besoin de drogue, j'ai été fou de bonheur le soir. J'allais au Max Kansas City, je rencontrais les anciens New York Dolls. Le rock et folk me permettait d'aller voir les concerts de David Bowie au Madison Square Garden. C'est comme ça, je suis un des seuls Français à avoir vu la tournée Diamond Dogs, puisqu'il n'est pas passé en Europe, il n'a fait que le Japon et les États-Unis. Donc, quelque part, je vivais ça, et moi, les drogues sont arrivées dans les années 80. Les années 70, bof. Mais puis tout le monde se disait, le punk, on est enragé, on est des punks, on veut lutter contre les dinosaures du rock, etc. Et puis à un moment,
dans ces années post-punk, il y a eu quelqu'un a dit, vous savez, les Sex Pistols prennent de la cocaïne et la cocaïne est devenue populaire et il y en a eu partout. Oui. C'était considéré comme la drogue rock, quoi. C'est voilà. dingue. Alors, on va entendre encore un peu de Blue Oyster Cult. C'est un de vos groupes favoris. Hein. Moi, j'adore parce que c'est un groupe à 3 guitares et je trouve que quand on aime la guitare, trouver des arrangements à 3 guitares avec la guitare solo, la rythmique. Franchement, je trouve ça magnifique. C'est un peu comme les groupes à 3 guitares. Il y a quoi ? Il y a Lynyrd Skynyrd, il y a Blue Oyster Cult. Vous voyez, il n'y en a pas énormément, quoi. Il y en a une dizaine dans l'histoire du rock, mais je trouve que ça donne quand c'est réussi, ça donne des choses fabuleuses. Et puis Blue Oyster Cult, ça fait partie de ces groupes qui n'ont pas eu un succès colossal. Ils sont certes bien moins connus que les Zeppelin ou les Rolling Stones, mais aujourd'hui, si on a envie d'écouter du rock des années glorieuses, les albums de Blue. On écoute ça, tiens, écoutez. Cities on Flame ou Rock'n'Roll. Les villes brûlent à cause du rock. Ah oui, non mais là... Alors, si je vous dis Lemmy, par exemple, ça vous dit quelque chose ? Bon, oui, bien sûr, c'était un peu devenu un ami. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dès 1975, qui était bassiste de Hawkwind. Ils chantaient leur seul tube, Silver Machine, avec une voix incroyable, une voix vraiment de type « Ah non, au bord du gouffre, ah oui, ils chantaient comme ça ». Donc c'était un peu surprenant, puis ça a cartonné, ça a été un gros tube, et puis il a été viré de Hawkwind car il prenait trop de drogue. Donc il me dit, parle de l'hôpital qui se fout de la charité, parce que c'est vrai que Hawkwind, c'était pas des enfants de cœur. Hein. Bon. Et du coup, j'ai retrouvé à Londres en 77, et il me dit, je vais fonder un nouveau groupe, ça va s'appeler Motorhead. Et après, j'ai suivi les aventures de Motorhead. Quand Motorhead, Motorhead, par exemple. Ouais. Pas de ça, quand même. Quand Motorhead a fait sa première tournée française, j'étais le seul journaliste à accepter de les accompagner en tournée. Tous les autres étaient un peu, qu'est-ce qui va se passer ? Et moi, je trouvais c'était un peu les bikers de l'enfer, Lemmy et les Motorhead. C'était vraiment, c'était du rock extrême. Et puis, ils voulaient jouer plus fort que tous les autres. Et je trouvais que c'était une bonne notion, quoi. Ça repoussait les murs quand ils jouaient. Ils ont pratiquement détruit le Bataclan. Leur premier concert à Paris, c'était au Bataclan. J'y étais, mais il y a encore des photos sur Internet. Oui. Ils n'ont pas repris un concert de hard rock, comme on disait à l'époque, pendant 3 ans. Donc il y a beaucoup d'anecdotes que je raconte. Oui, vous racontez plein de trucs. Et là, à un moment, c'est vrai. Au milieu de ce chapitre, c'est vrai, Lemmy me parle de sa drogue préférée. Et il me dit, arrête la cocaïne, ne prends jamais d'héroïne, car ça te transformerait en menteur et en voleur. Si tu veux une bonne drogue, prends des amphétamines. Donc, On précise à ceux qui nous écoutent, il ne faut vraiment pas suivre tout ça. Mais, surtout. Mais, je ne dis pas c'est très mauvais. Bien sûr, je ne dis pas prenez-en, mais il faut savoir que cette musique a conquis le monde dans des conditions difficiles, avec l'aide de substances comme celle-là, voilà. Ouais. Moi, vous avez Philippe Druyer, le dessinateur, qui vous dit à un moment, j'avais une belle baraque, je l'ai plus, je l'ai fumé. Je l'ai sniffé. Oui, ils dépensaient tout leur fric. Bien sûr, ça coûtait très très cher à l'époque, ça coûtait beaucoup plus cher. Hein. Et puis, on peut tirer les conclusions aujourd'hui. C'est ça qui est bien. Moi, j'ai 67 ans, je suis vivant. Pourquoi ? Parce que j'ai tout arrêté il y a 20 ans. Mais je peux tirer les conclusions. Je constate des choses. Tous mes potes qui fumaient 2 paquets de cigarettes par jour sont morts. Ok, que ce soit David Bowie, Serge Gainsbourg, ouais. Alain de Greff, tous ceux qui fumaient 2 paquets par jour sont morts. Pas que fumer des clopes. Hein, Bowie fumait des gitanes. Ouais. Voilà, il en fumait énormément. La période droguée de David Bowie, c'est 5 ans de sa vie. Hein. 5 ans. Pas 50, 5 ans où il a vraiment mis le boulet de 72 à 77. Et après, il va habiter à Berlin avec Iggy Pop, il redevient totalement normal. Donc, c'est des phases, c'est des périodes. Et ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est que c'est un chemin personnel que les gens doivent faire eux-mêmes. Évidemment, c'est terrible à dire, mais moi, c'est la musique qui m'a sauvé. Parce que vous voyez, Patrick, j'étais pas venu pour prendre de la drogue avec Jimmy Page, j'étais venu pour lui parler de Led Zeppelin, c'est ça qui m'intéressait. Alors s'il y avait de la drogue, ok, c'est pas grave, mais moi j'étais surtout venu pour la musique, j'étais pas un toxicomane dans l'âme, j'avais une personnalité addictive, ça c'est difficile, oui. C'est ça qui m'a conduit à acheter des milliers de disques, j'ai plusieurs tonnes de disques. Vous dites, passion pour les vinyles. Alors il y a quand même un gars qui, on va dire, qui est un survivant, c'est quand même Iggy les Pop. Stooges. Vous nous racontez évidemment des choses sur Iggy.
quand même quel phénomène qu'il soit toujours là. Oui, parce que lui aussi, il a arrêté en même temps que David Bowie. Ils se sont calmés tous les deux. Ils habitaient ensemble à Berlin. Et je crois que David Bowie et Iggy Pop, voilà, c'était des très jeunes hommes qui avaient beaucoup d'argent, très fortunés, très populaires planétairement auprès de tous les fans de rock. Et on aurait pu perdre Iggy et Bowie aussi vite que Jimi Hendrix et Janis Joplin. C'est magnifique à eux d'être restés, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est heureux de se dire c'est génial, il y a encore Mick Jagger, il y a Iggy Pop, il y a Neil Young, il y a Bob Dylan et il y a Paul McCartney. Il y en a 5 de cette époque bénie des années 60 qui sont toujours avec nous, qui continuent à donner des concerts quand les conditions permettent, et les conditions du Covid, parce que c'est ça. Mais Dylan n'a pas joué depuis 2 ans. Oui, mais est-ce que s'il avait été complètement clean, Iggy, est-ce qu'il aurait donné ce morceau-là, tiens, Raw Power? Est-ce qu'il y aurait eu Certainement non. Est-ce que la drogue explique la musique? Mais oui, c'est une des théories de Yves Bigot que je partage. Je l'ai entendu souvent défendre ça. Et quand tout le monde disait oui, mais enfin, Johnny Hallyday, blabla, il a pris de la cocaïne. Mais Bigot et Clapton et Bigot disaient, oui, ils ont été cherchés au plus profond d'eux-mêmes. Ils ont voulu se confronter à des drogues. Leur art était là-bas quelque part. C'est très difficile à expliquer, mais peut-être que sans la drogue, effectivement, un disque comme Raw Power ne toucherait pas comme il nous touche encore aujourd'hui. Par exemple, écoutons-le un instant, Philippe. C'est le début du punk. En 1973, ce disque sort et Marc Zermati, dont je raconte toute l'histoire dans le livre, a le sent que ça va être le socle du punk. C'est ce disque-là, qui tous les punks rêvèrent. C'est un nouveau style guitaristique. Ouais. C'est-à-dire que c'est un guitariste qui fait des solos très courts. Il envoie plein de notes très court. C'est plus du tout le solo à la Jerry Garcia ou à la Clapton où on emmène les gens pendant un heure. Non, là c'est vraiment une explosion, quoi. Et c'est fini. Ah, oui. Et on dit mais pourquoi ça s'est arrêté? On a envie que ça recommence. C'est ça. Alors moi, quand on lit votre bouquin, Philippe, on a vraiment envie d'écouter de la musique. Alors regardez, c'est pas le QR code du Covid, hein. Non. C'est à la fin du bouquin. Il y a un QR code. Qu'est-ce qu'on fait là? On scanne. Alors on scanne et on est projeté sur Spotify. Et on a toutes les 148 musiques dont je parle dans ce livre, que ce soit musique de funkadélique, quand je suis à Amsterdam, voilà, tous les morceaux, les groupes, les situations, il y a des musiques, il y a 148 musiques citées dans le livre, et elles sont toutes disponibles en flashant ce QR code sur Spotify. Incroyable. Tiens, un album qui s'appelait Worldwide Live, et ça, Scorpions. C'est les Scorpions. Il y a la pêche incroyable de ce groupe allemand. Ouais. Mais alors, l'histoire, vous racontez, ça se passe en 88. En Union soviétique. En 88, avec d'ailleurs toute une bande de journalistes français. On est invités par les Scorpions à aller voir ils vont donner les premiers concerts de métal en Union soviétique. Le mur est toujours là. Le mur tombera 2 ans plus tard. Et pour l'Union soviétique, à ce stade, ils ont eu 2 groupes qui sont venus. C'est Billy Joel, qui est pas un groupe, qui est le pianiste américain, et Elton John, qui est venu sans groupe faire des concerts solo avec son percussionniste. C'est tout ce qu'ils ont vu de la musique occidentale. Mais ils savent que ça existe parce qu'il y a les radios finlandaises qui arrosent l'Union soviétique et ils entendent que... Et ces Russes, ils veulent du métal, ils veulent du hard rock, ils veulent des blue jeans, ils veulent s'éclater, quoi. Voilà, nous, c'est ce qu'on constate. Quand on sort dans la rue, les gamins nous sautent dessus. Vous me vendez votre blouson, ils nous offrent des boîtes de caviar contre nos perfectos. Évidemment, on est là, on va et les Scorpions vont amener le métal. Et après les Scorpions, tout le monde va venir. AC/DC, Metallica, Judas Priest, les Rolling Stones, Michael Jackson, Paul McCartney, tout. L'Union soviétique c'est vraiment la musique. Et c'est ces concerts auxquels j'ai eu le bonheur d'assister. Que je raconte, et là il n'y a aucune drogue, il est pas. Alors là, en Union soviétique, à l'époque, en 88, non, il valait mieux pas. La seule drogue disponible, c'était la vodka. Et je peux vous dire que ça carburait, il y avait des scènes de vodkaïsation générale. Puis un Scorpion en public, ça donnait ça, écoutez. Quand même, Comme l'homme. Alors moi j'ai des noms, Eagles, Oasis, Queen. Oui.
Johnny Hallyday. Oui, c'est les Non, vous nous racontez, c'est tous ceux qui vous balancez, Philippe, tous ceux qui sniffaient complet. Ouais, mais ça, c'est de notoriété publique. Il y a eu c'est pas le premier livre à parler de ça. Hein. Oui, franchement, oui, tout le monde le sait, quoi. Il y a eu au début des années 80, la cocaïne s'abat sur le rock. C'est considéré comme une drogue. Voilà, c'est la drogue des rockers, des gens qui font du spectacle. C'est une drogue très nocive. C'est une drogue qui met les chanteurs hors d'état, si j'ose dire, puisque ça leur Johnny en prend beaucoup. Johnny, oui. Mais c'est pas le thème du livre, c'est pas le sujet du livre. J'ai pas voulu. Bon, il y a des choses. Bon, mais oui, on peut dire que Queen, Aerosmith, Oasis ont eu la dissolution d'Oasis peut être imputable au manque de cocaïne. Je pense qu'ils ne se seraient jamais disputés comme ça. Enfin voilà, ils étaient tout le temps en manque, ça allait pas. Donc voir les deux frères étaient en affrontement constant. Oui, la drogue nous a fait perdre beaucoup de choses. Et beaucoup de groupes se sont brisés parce que la cocaïne rend les gens méchants, hargneux, envieux, jaloux. Et donc il y a des groupes qui ont explosé comme ça, quoi. Voilà. Et puis après, les types se sont détoxiqués. Puis 20 ans après, ils disaient si on se reformait, il faut tourner, tout le monde est content. Après, ils avaient peut-être plus de talent après derrière l'inspiration. Bon, je voudrais pas que... Moi, je raconte une époque, quoi. Je raconte une époque et en fait, je parlais avec un copain critique. Il me dit en fait, ton livre, c'est un roudoudou, quoi. Ça nous fait du bien. C'est un livre qui nous... On repart dans notre époque. On se dit, c'était quand même... Tiens, il y en a un dont on ne s'attendait pas, mais le plus clean peut-être, c'est Gainsbourg. Vous dites, vous l'avez fréquenté pendant 10 ans, jamais vous ne l'avez vu prendre de drogue. Bon. Par contre, qu'est-ce qui se mettait au niveau alcool ? C'était, il remplaçait, il prenait autre chose, oui. Ouais, c'était ça le problème de Serge, clairement, c'était l'alcool. Après, beaucoup de gens m'ont dit, oui, Gainsbourg avait fait Coco & Co, qu'il avait écrit en 59, une chanson un peu de jazz, Coco & Co, où il parlait de ses musiciens qui prenaient de la drogue. Mais alors, tout le monde disait, donc, il doit en prendre. Ben oui, avec son talent, ça doit venir de là. Et moi, je dis ce que j'ai vu. Pendant 12 ans, j'ai vu Serge Gainsbourg dans des soirées, dans des concerts, partout, en tournée, etc. Je ne l'ai jamais vu prendre de cocaïne. Non, mais voilà. Il faut, Philippe, vous raconter des concerts, des soirées de drogue, des concerts, des revues. Ça se passait. Voilà, ça se passait comme ça. Oui, voilà. De le dire aujourd'hui où tout ça est banni, évidemment. Tout ça a un peu disparu, voilà, tout ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a une autre culture. Je pense pas que nos amis, les hip-hoppers, soient là-dessus des oies blanches. Enfin, ils ont des nouvelles drogues, beaucoup plus nocives encore. Dans le hip-hop, ils aiment le crack. Bon, moi... dans le rock, c'est même pas arrivé jusqu'à nous. Nous, on était des agneaux à côté de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, alors on a su évidemment que certains sont morts. Parce qu'il y en a vraiment des Hendrix et d'autres qui sont morts. Ça, c'est l'héroïne. C'est-à-dire, quand ils mouraient, on savait. Voilà, au début, il y a vraiment l'héroïne qui est là, qui est disponible. Il y a la French Connection. Il y a une héroïne très pure qui circule dans toute la France, enfin dans Paris. À l'époque, dans les boîtes de nuit, c'était facilement trouvable. Donc, donc, il y a eu beaucoup de gens qui sont tombés, comme on dit, tombés là-dedans. Et ça, il y a une casse. Alors là, l'héroïne, on ne sait jamais si on va... on sniffe quelque chose, on ne sait pas si on va vivre ou mourir. C'est un peu le choix à faire, quoi. C'est ça qui est mort, Jim Morrison, par exemple. Jim Morrison est mort mauvaise drogue. On lui avait vendu de la trop bonne drogue. Et c'est ce que raconte Sam Bernett, puisque maintenant il faut associer Jim Morrison avec Sam Bernett dès qu'on en parle. Et Sam Bernett a trouvé Jim Morrison mort d'overdose dans les toilettes du Rock'n'Roll Circus, le club dont il s'occupait. C'était, ça, c'est la version à laquelle vous adhérez. Oui. Et Janis Joplin, pareil. Janis Joplin, elle s'est fait un petit trait d'héroïne, elle l'a sniffé, elle est tombée, elle s'est cassé le nez en tombant contre un meuble. C'est horrible. On a vraiment c'est horrible. Des talents. Il y en a qui sont morts étouffés par leur vomi. Ça, c'est arrivé Bon Scott. Bon. ACDC. Oui, enfin, alors ça, si on faisait, ça serait l'objet d'un autre livre. Et Elvis Presley. Oui. Elvis Presley. Alors, Elvis Presley, c'est les médicaments. Mais c'est peut-être les médicaments et l'alcool, le mélange alcool et médicaments, c'est terrible aussi. Donc, ça fait beaucoup, Philippe, tout ça. La morale regardez-moi, Patrick, regardez-moi. 20 ans d'abstinence, je suis là, je suis vivant, je vais bien, je peux vous le regarder dans les yeux en vous le disant. Donc, vous voyez, moi, j'ai raconté le parcours.
le parcours que j'avais fait et comment, quelque part, c'est toujours la musique qui m'a sauvé. Parce que moi, franchement, c'était ça mon but, quoi. C'était de voir un maximum de concerts, d'avoir tous les disques existants et de discuter avec ces grands artistes fabuleux, géniaux. Et bon, bah s'il y avait des trucs, ils prenaient des trucs pour se remonter le soir, mais c'était pas trop mon problème, quoi. C'est un livre formidable, Philippe. Bowie, vous êtes, au moment de Ziggy, vous êtes là. Ben oui, parce que j'ai des souvenirs dans le bouquin. J'ai fait 4 interviews énormes de David Bowie, des longues interviews, la dernière avec Jérôme Solini à New York en 99. Et donc on a tout vécu ensemble. On a vécu à la fois l'explosion du nouveau dieu, le héros. Après, on a vécu Bowie l'Européen qui en 87 enfin calmé, enfin devient une espèce de pop star mondiale. Et puis à la fin, on nous a cassé notre jouet. Quand je le vois en 99, il vient d'être viré de sa maison de disques parce que les disques ne se vendent plus et que voilà, on peut plus se payer David Bowie chez Virgin. Et il me dit, on est bien conscient, toi et moi, que c'est terminé. Et la fantastique aventure du rock va se terminer bientôt, quoi. Ça ne sera plus du tout la même chose. Et bon, voilà. Et aujourd'hui, on est dans une nouvelle époque où c'est les jeux vidéo qui fascinent la jeunesse. Nous, on nous aurait demandé, tu voudrais faire quoi ? On aurait tous voulu être guitariste dans un groupe de métal, de Status Quo à Scorpion, en passant par Blue Oyster Cult. Aujourd'hui, si vous demandez à un gamin, j'aurais voulu concevoir Fortnite ou je voudrais travailler sur un truc de vidéo. C'est ça alors. Vous auriez rêvé quoi, Philippe ? Être le guitariste de qui ? Ah mais moi, ma théorie, j'aurais aimé être le pianiste des Stones, vous voyez, parce que c'est un poste tranquille comparé aux deux guitares. J'aurais été là tranquille, j'aurais regardé Keith, j'aurais regardé Charlie, j'aurais regardé. Alors, et comme ça, vous auriez assisté à tous les concerts. J'aurais assisté à tous les concerts, mais dans un rôle très, j'aurais eu mon rôle à jouer. Pianiste des Stones, ça m'aurait vraiment bien convenu, vous voyez. Non mais je vis un rêve parce que le 14 mai prochain, je vais faire Rockin' Mill au Stade de France pour la deuxième fois et c'est là où j'arrive avec mon micro pour présenter le spectacle et je suis un peu comme un chanteur, quoi. Et je parle à un stade, là. On parle à 50 000 personnes quand on a fait la première. Il y avait 52 000 spectateurs dans le Stade de France. Et là, c'est une autre façon de communiquer. Hein. Faut trouver des phrases courtes avec des objectifs clairs et nets. Hein. Je recommande à tous les candidats à la présidence le test du Stade de France. C'est plutôt c'est judicieux. On va hurler comme au premier jour. Philippe, au Stade de France, Rockin' Mill. Ça sera le 14 mai 2022. Mais là, moi, il y a ça. Et ça, c'est un bouquin. Alors, on va dire, c'est pas une drogue, hein, mais c'est accoutumance et c'est sans danger. Voilà, c'est sans danger. Je tiens à le dire. On peut sans en abuser, le lire. C'est pas dangereux, ça ne vous explosera pas dans la tête. Ça vous explosera pas. C'est Flashback acide chez Robert Laffont. Merci beaucoup, Philippe. On va se quitter avec les Blue Oyster Cult. Mais d'accord, Patrick, avec plaisir. Comme au premier jour. Ah oui, avec leurs trois guitares, c'est ça ? Voilà, les 3 guitares de Allen Lanier, Buck Dharma et Eric Bloom. Voilà. Merci, Philippe. Should I sign it?